Bonjour. Notre dernier cours de SVT remonte à assez loin, puisqu'il remonte à lundi de la semaine précédente, donc plus de 10 jours. Euh, et à ce moment-là, nous avions terminé la partie grand 1, nous avions commencé la partie grand 2 sur le réchauffement climatique. Je vais reprendre ce que nous avions pris, aller un tout petit peu plus loin, pour permettre d'avancer quand même un petit peu dans le cours et de pas trop pénaliser ceux qui n'étaient pas là le lundi en question et permettre du coup de se remettre dans le bain avant demain. Donc c'est une vidéo plutôt courte mais qui permet de remettre les idées au clair pour préparer ce que l'on verra demain en cours ensemble. Donc nous allons attaquer les effets du réchauffement climatique et les réponses à apporter. Alors, le point important, c'est pas seulement les réponses spécifiques au changement climatique, c'est de voir quels liens peuvent nouer les politiques de manière générale. Hein, je parle des réponses politiques, hein, pas des personnages, des réponses politiques et la science. Alors pour ça, il faut déjà commencer par ce qui est purement scientifique, et notamment, on va commencer par les observations des effets du réchauffement climatique actuel. Le réchauffement climatique se caractérise, on l'a vu, par une augmentation globale des températures sur la Terre. Mais cette augmentation des températures n'est pas le seul effet. On ne va pas avoir uniquement des effets en termes d'augmentation de température, fonte des glaces, augmentation du niveau de l'eau, donc qui sont des effets abiotiques, donc des effets qui ne concernent pas les êtres vivants directement. On va également avoir des effets biotiques, des effets qui agissent sur les écosystèmes. Donc le changement climatique n'a pas uniquement des effets abiotiques, il perturbe également les écosystèmes et conséquemment les sociétés humaines. Ces changements sur les écosystèmes, cette perturbation va pouvoir être vue, observée. Notre but là aujourd'hui, c'est de comprendre comment on observe ces perturbations. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, l'un des moyens de voir ça, ça va être de mesurer ce qu'on appelle la sensibilité des écosystèmes. On regarde un écosystème et on essaie de déterminer par observation des changements qu'on peut voir d'année en année, etc., si cet écosystème va beaucoup être modifié ou peut être modifié en fonction du réchauffement climatique. Ce qu'on voit ici, c'est que on a une sensibilité assez forte de beaucoup de régions dans le monde au réchauffement climatique, y compris en France, hein, et qu'en fait les seules régions les régions qui sont moins sensibles, ce sont des régions qui sont déjà proches désertiques. Donc les régions qui sont désertiques ou proches désertiques vont être peu sensibles au réchauffement climatique, toutes les autres vont être très sensibles. L'observation des écosystèmes montre des variations très importantes au cours des 100 dernières années. Et alors là, je vous ai montré que les écosystèmes terrestres, les écosystèmes marins, sont également affectés par ceci. Comment voit-on cela concrètement? Je vous ai déjà montré ce document. L'un des moyens de voir, ça va être de voir la répartition des êtres vivants. Donc un exemple de répartition des êtres vivants, c'est la pêche de 2 espèces tropicales. On regarde chaque année le point où il a été pêché le plus au nord, on s'aperçoit que ça augmente. Et que des poissons des années 60 ont trouvé au mieux en bas, enfin au sud du Portugal ou sur les côtes de l'Andalousie, et ben on va les retrouver jusque au large de l'Irlande du Nord, enfin du nord de l'Irlande, pardon, excusez-moi, ici. Donc on a ici un effet de réchauffement climatique qui se voit, les populations se déplacent. Ça se voit pour des populations qui se déplacent vite, comme ici ces poissons. Ça peut se voir pour d'autres populations qui dépassent un petit peu moins vite, comme ces chenilles, donc c'est les chenilles processionnaires, donc et le papillon qui va avec. Ces chenilles-là sont très observées parce qu'elles dégradent certains arbres, notamment les sapins, puisqu'elles elles mangent beaucoup avant leur métamorphose pour se transformer en papillon. Donc on a observé au cours des décennies précédentes jusqu'où allaient les chenilles processionnaires en France. Et ce qu'on remarque, c'est que ils vont de plus en plus vers le nord au cours du temps. Et là, on a un détail, on voit très bien ce qui se passe commune par commune. Vous avez à chaque fois les communes dans lesquelles on a vu les chenilles processionnaires. Vous voyez qu'en 1972, on atteignait à peine le département du Loiret. En 2013, on atteint le département du Val d'Oise. Donc, on a vraiment une avancée vers le nord, vers les latitudes les plus élevées, des chenilles processionnaires. Autre exemple
que l'on peut voir, c'est le hêtre. Le hêtre, lui, si l'on regarde la répartition actuelle, vous voyez que le hêtre est un arbre plutôt de milieu assez froid pour la France, qui est plutôt en altitude ou dans le nord et l'est, mais qui existe par exemple en Aquitaine. On voit donc le modèle en 2100, si on a les tendances actuelles qui se poursuivent, que l'on aura très peu dans le nord de la France et qu'on n'en aura plus que dans les massifs montagneux et l'extrême est du pays. Donc, on voit ici clairement qu'on va avoir des migrations d'êtres vivants et donc des changements des écosystèmes par migration des êtres vivants, que ce soit des êtres vivants qui sont très mobiles, comme les poissons, des êtres vivants un peu moins mobiles comme les chenilles, ou des êtres vivants peu mobiles comme les hêtres. Les hêtres, je vous rappelle, se déplacent simplement parce que les graines vont pouvoir être transportées petit à petit. Alors, on peut voir ça ici, c'est quelque chose qu'on a été vu dans la Méditerranée. Voir le pourcentage d'espèces qui a bougé, qui est allé des côtes d'Afrique du Nord vers les côtes du sud de la France, au niveau de la Méditerranée, et du nord, enfin du sud de la France, du nord de l'Italie. Et on voit que il y a beaucoup d'espèces de poissons qui ont fait la traversée, et les poissons sont les plus mobiles. Les invertébrés mobiles ont aussi beaucoup bougé, mais même les invertébrés peu mobiles, qu'on appelle sessiles, ou les algues, sont déplacés. Et c'est logique, hein, plus un être vivant est mobile, plus il s'est déplacé vite. Ça va avoir une conséquence aussi. Si les êtres vivants les plus rapides se déplacent avant les êtres vivants les plus lents, c'est que non seulement les écosystèmes vont se déplacer, mais les écosystèmes vont changer. Puisqu'en fait, à un moment, je ne vais plus avoir de poissons, je vais avoir des nouveaux poissons. Je vais avoir de nouveau mes algues et pas mes poissons. Ou je vais avoir de nouveau mes plantes et puis les insectes qui vont avec. Or, on a vu, par exemple, à imaginer pour une fleur qui doit être pollinisée, la présence d'un insecte peut être fondamentale. Donc on va avoir une modification importante des écosystèmes parce que toutes les espèces ne se déplacent pas à la même vitesse, mais qu'elles sont obligées de migrer, de se déplacer à cause du réchauffement climatique. Donc l'un des changements les plus visibles est une migration d'espèces, souvent vers des latitudes plus élevées. La vitesse de migration dépend des capacités de déplacement des espèces. Les différences peuvent provoquer des ruptures d'associations spécifiques, qui parfois sont dramatiques. À côté de cela, on peut essayer de regarder des événements dramatiques dans les populations, c'est-à-dire des événements pendant lesquels on va avoir extinction d'un grand nombre d'individus d'une même espèce, pour différentes raisons. Ça peut arriver plein de fois, ça peut être une épidémie, ça peut être une surpopulation qui crée un problème d'alimentation, etc., etc. Bref, on regarde les événements dramatiques sur les populations. Et donc ça, c'est juste en Méditerranée, hein. Encore une fois, c'est en Méditerranée. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le nombre d'événements dramatiques au cours des années observés a augmenté drastiquement. Et il augmente, on pense, en raison du réchauffement climatique. Alors, est-ce que c'est vraiment lié au réchauffement climatique ou est-ce que c'est à autre chose? On va essayer de le déterminer. Pour cela, on a pris par exemple ces petites crevettes, les crevettes rouges qu'on trouve en Méditerranée. On regarde la population. On s'aperçoit qu'il y a deux espèces, une espèce qui est l'espèce Speluncola et l'espèce Margalefi. Bon, on regarde la population, on s'aperçoit que à l'été 1997, on a une anomalie thermique très importante, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus chaud que d'habitude en Méditerranée. En 99, on a encore ça. Et puis après, il y aura encore des périodes de canicule beaucoup plus importantes. On s'aperçoit qu'aux faveurs des anomalies thermiques, l'une des espèces de crevettes rouges a extrêmement diminué. Elle n'a pas totalement disparu, mais a extrêmement diminué. Et l'autre espèce a beaucoup augmenté. Alors comment expliquer ça? On fait des tests en laboratoire et on regarde la mortalité en fonction de la température de l'eau. On s'aperçoit que l'espèce Hemimisis speluncola, c'est ça, est beaucoup plus sensible à la température et qu'à partir de 29 degrés, on a une mortalité très importante. Alors que pour l'espèce Margalefi, la mortalité très importante apparaît que vers 31 degrés. Donc, l'espèce Margalefi est beaucoup moins sensible à la température. Et donc, par exemple, l'événement dramatique qu'on a observé chez l'espèce Peluncola est bien lié ici au réchauffement climatique. On a fait ça pour plein d'espèces différentes et on s'aperçoit que ça joue énormément. Alors, comment ça se fait? Il peut y avoir
plein de raisons. Peut y avoir un problème avec la nourriture, peut aussi y avoir un problème avec les parasites et les maladies. Quelque chose que nous connaissons bien actuellement chez l'humain, mais qui se passe chez tout le monde. Ici, vous avez une espèce de corail qu'on trouve en Méditerranée. Vous voyez ici, ce corail peut être infecté par un petit champignon qui est là. Le champignon infecte le corail meurt s'il est trop affecté par champignon. On regarde ici au cours du temps, le pourcentage de tissu abîmé par des champignons, par les champignons, chez des coraux infectés, chez des coraux qui ne sont pas infectés. On remarque bien sûr que ça augmente énormément chez les coraux infectés. Or, si je regarde ici ces coraux-là, je trouve que la seule différence entre ceux qui étaient infectés et le contrôle est que j'avais mis 2 degrés de plus dans le bassin dans ceux qui étaient infectés. À 2 degrés de moins, chez les contrôles, le champignon ne se développe pas. 2 degrés de plus, le champignon se développe. Donc on a bien des effets du changement climatique qui peuvent provoquer des événements dramatiques chez les populations animales, végétales, etc. Le réchauffement climatique entraîne également des réactions physiologiques d'organismes qui peuvent modifier considérablement l'écosystème. Ces réactions peuvent être à l'origine d'événements dramatiques. Dans les deux cas, que ça soit par migration et rupture association phonique, ou que ça soit par réaction physiologique, les changements climatiques aboutissent actuellement à un appauvrissement spécifique. C'est-à-dire que des espèces vont disparaître. On ne crée pas de nouvelles espèces, il faudrait plus de temps pour cela. Par contre, on peut en détruire. C'est beaucoup plus rapide de détruire une espèce que d'en créer une nouvelle. Donc on obtient une perte globale de la biodiversité. Bon, il y a des espèces qui sont détruites par le réchauffement climatique. Voilà pour aujourd'hui. Demain, nous verrons les conséquences pour les êtres humaines. Donc aujourd'hui, vous avez vu, c'était un cours très court pour se remettre dans le bain, pour revoir ce que l'on va voir, enfin pour être prêt pour demain. Je vous dis à demain donc. Au revoir.